En 2080, à quoi ressembleront les avions dans le ciel? On pourrait penser qu'on a atteint le sommet de la technologie aéronautique, que donc ça n'évoluera plus. Disons-le, cette idée est fausse. Imaginez seulement expliquer les avions du présent à quelqu'un en 1920. Les avions étaient très différents, on voyageait dans des sièges en osier et on pouvait avoir son petit salon. Tout ça dans un avion qui traversait le continent. Entre aujourd'hui et dans 50 ans, est-ce que l'évolution sera aussi importante? Je vous propose de faire ensemble un bilan scientifique et technologique pour voir à quoi ressembleront les avions du futur. Attachez vos ceintures, le vol va être passionnant. Et si on changeait le design des avions? Aujourd'hui, un avion c'est un tube avec des ailes et des sièges alignés comme des produits de supermarché. Aucune loi aérodynamique, physique ou économique n'oblige à faire ça. C'est une conception ancienne héritée des années 50. Entre-temps, nos savoirs scientifiques ont évolué, tout comme les besoins des consommateurs. Voilà pourquoi les constructeurs travaillent déjà sur une prochaine génération de design. D'abord, l'Airbus Maverick. Un concept d'avion à fuselage intégré sans démarcation avec les ailes. Une forme bizarre certes, mais qui a plusieurs avantages. Déjà, une meilleure adhérence à l'air, réduisant de 20% sa consommation en carburant. Mais surtout, c'est extra pour le confort des passagers. L'espace gagné permettrait d'imaginer de grandes cabines futuristes dans lesquelles on a de la place pour circuler. Problème, pas possible de mettre des hublots latéraux. À la place, des écrans haute résolution qui te donneraient quand même l'impression d'en avoir. Ce projet d'Airbus a évidemment un concurrent, l'américain Boeing et son Aurora D8. Leur objectif n'est pas de tout changer, c'est plutôt de moderniser les Boeing 707 dont on a l'habitude, histoire de pas faire peur au public. Seulement quand on regarde dans les détails, il y a de grosses différences. Déjà, il n'y a pas un fuselage, mais deux fusionnés, afin d'avoir des cabines plus spacieuses avec une meilleure circulation de l'air. Ensuite, les matériaux de l'avion sont plus légers et sa forme globale a été revue, de sorte à augmenter son aérodynamisme. Enfin, les moteurs ne seront plus sur les ailes, mais à l'arrière. Ceci dit, sur ce point, tous les ingénieurs ne sont pas convaincus, l'Aurora D8 a donc une chance de ne jamais voir le jour. Car des designs futuristes, vous en trouverez plein sur internet, mais peu auront la chance de prendre leur envol. Je voulais quand même parler rapidement de 4 autres projets sérieux et financés. D'abord KLM qui s'est lancé dans le projet Flying V, un avion en forme de V volant. Sa forme et la répartition du poids lui permettraient d'économiser jusqu'à 20% de carburant. C'est un peu dans l'esprit du Maverick, mais là au moins, il y a des hublots. Deuxième projet, le Celera 500L, un croisement entre un avion et un dirigeable. Amélioration de l'écoulement laminaire, donc économie de carburant, très prometteur et déjà prêt à être commercialisé. Troisième projet, l'Airbus Bird of Prey. C'est un peu le rêve d'un avion inspiré de la nature, ici une réplique d'un oiseau de proie. Ça le rend extrêmement manœuvrable, ce qui peut être cool pour des vols de loisirs. Enfin, quatrième projet, celui que je trouve le plus stylé, le concept d'avion à fuselage intégré d'APH. On retrouve cette forme en V qui semble intéresser beaucoup de constructeurs, peut-être là les futures formes qui traverseront le ciel de 2080. Comment rendre l'avion le plus confortable possible? À peine assis sur votre siège, vous le sentez, le voyage va être long. Le confort est un énorme défaut des avions de ligne actuels, et pour le futur, on a des solutions. Il y en a qui essayent de reproduire le confort d'un siège de cinéma, mais d'autres vont plus loin en imaginant des sortes de cocons, des cabines où on voyagerait allongé, le tout sur 2 étages pour ne pas perdre en place. Au contraire, pour les voyages plus courts, on aurait des sièges debout, ce qui permettrait de réduire le prix du billet. Deuxième changement, le Wi-Fi. Il y a plein d'histoires d'horreur de passagers qui utilisent le Wi-Fi dans l'avion et se retrouvent avec une facture de plusieurs milliers d'euros. D'autres oublient d'éteindre leur portable et se retrouvent avec 300 $ de 4G. Pourquoi c'est si cher? Équiper un avion de Wi-Fi coûte près d'un demi-million d'euros. Et les opérateurs se gavent. Une utilisation trop massive des ondes pourrait aussi faire des interférences dangereuses pour la sécurité de l'avion. Mais voilà, les technologies évoluent et c'est de moins en moins le cas. Financièrement, le Wi-Fi permettrait de faire des économies, par exemple en supprimant les écrans sur les sièges. Quasi tout le monde a un téléphone ou un ordinateur portable, on pourrait regarder nos films dessus. Troisième changement, les hublots. Quoi de plus beau que de pouvoir observer le coucher du soleil au-dessus des nuages ou regarder les pics enneigés de montagnes devenus microscopiques. Ainsi, certaines compagnies comme Windspeed Technology ont pensé à créer une plateforme d'observation en verre sur le haut de l'avion. Ça serait magnifique, mais on imagine que la queue serait longue pour y accéder. Alors imaginons d'aller encore plus loin, un avion sans fenêtre. Un avion qui serait un hublot géant. Airbus a publié en 2011 une vidéo qui montrait ce que ça pourrait donner en 2050. Seulement, quand on lit les commentaires, les gens sont pas super emballés.
Déjà, ça fait peur, mais surtout, ils attendent de ces compagnies des innovations sur la sécurité et la technologie, pas sur des extravagances. Paris-New York en 1 heure, aura-t-on des avions ultra rapides? Tout le monde a déjà entendu parler du Concorde, un avion anglo-français capable de voler à plus de 2150 km/h. En 1974, on a fait une course entre un Concorde qui partait de Boston et un avion classique 747 qui partait de Paris. Eh bien, le Concorde a été le premier à arriver à Boston. Pas à Paris, à Boston. Ça veut dire qu'il a eu le temps de faire un aller, de prendre un café à l'aéroport et de faire le retour en coursant le 747 pour arriver 11 minutes avant lui. C'est incroyable, sauf que vous avez remarqué, il n'y a plus de Concorde. Et pas seulement à cause du gros accident qu'il y a eu dans les années 2000. Le Concorde avait de gros défauts qui l'auraient condamné quoi qu'il arrive. Déjà en termes d'écologie, c'est une horreur. 12 fois plus de carburant à l'heure qu'un avion classique. Le tout avec une post-combustion au kérosène extrêmement polluante. C'est bien simple, rien qu'au décollage, le Concorde avait besoin de 32 litres de carburant à la seconde. Et cette pollution, elle était aussi sonore. Vous avez déjà entendu, vous, un Concorde décoller ? Un bruit si fort qu'il activait les alarmes des voitures. Et le pire, c'est que quand le Concorde dépassait la vitesse du son, il produisait une onde de choc, le boom supersonique. Un bruit d'explosion qu'on pouvait entendre depuis le sol. Et ça, les États n'aiment pas trop. On l'a vu récemment à Paris. Voilà pourquoi aujourd'hui, les vols supersoniques sont interdits au-dessus de la plupart des territoires. Alors du coup, c'est mort. On arrête la partie ici, l'avion du futur ne sera pas plus rapide. En fait, c'est pas totalement mort. En s'inspirant des avions de chasse les plus modernes et leurs déplacements en supercroisière, on arrive à réduire la dépense en carburant, la post-combustion n'est plus nécessaire, et pour le boom supersonique, on fait du Mach Cutoff. En gros, en volant très haut, le boom n'atteint pas le sol. C'est testé et c'est prouvé avec le X-59 Quest de la NASA. Et vu que les États-Unis sont en pointe sur le sujet, bizarrement, l'interdiction légale de voler en supersonique a sauté en 2020. Un retour du supersonique civil est donc bien prévu. D'abord par les projets de jets privés avec l'Aerion AS-2 et le Spike S-512. Par contre, faut être prêt à sortir 100 millions de dollars s'il y a des gens intéressés. Plus accessible, en 2025, devrait avoir lieu le premier vol de l'Overture, un avion de ligne supersonique pouvant transporter jusqu'à 55 personnes. Ça sera le digne successeur du Concorde, avec beaucoup moins de défauts, que ce soit en écologie, en bruit, mais aussi en prix. 4 fois moins cher que le Concorde. Parce que oui, pour info, un billet de Concorde aller-retour, c'était 8000 €. Si ça venait à être un succès, Boeing pourrait décider de lancer son Nikon 2 ou Lockheed Martin son QSTA. Pour l'instant, c'est juste des projets dans les cartons. Après, 2300 km/h, ça fait quand même 3 heures pour faire Paris-New York. Si on réduisait plutôt ça à 30 minutes. C'est le projet fou d'Elon Musk qui veut faire voyager les gens dans des fusées lancées à 27 000 km/h. Petit problème, et juste pour l'info, un lancement de fusée ça coûte un bon million de dollars et la mortalité y est de 1 personne sur 31. De quoi bien refroidir les ardeurs d'un tel projet. Et si l'avenir de l'avion, c'était l'écologie? Depuis tout à l'heure, on parle de prouesses technologiques. Des avions plus rapides, plus performants, plus beaux, mais cette idéologie de l'Excelsior n'est plus vraiment à la mode. Ce que le monde semble vouloir en 2020, c'est la simplicité et le respect de la nature. Voilà pourquoi est née l'idée de faire des avions en matériaux composites et beaucoup plus petits. Une petitesse qui permettrait de désengorger les aéroports, de faire des économies de carburant et d'assurer le remplissage des avions, histoire de ne pas en faire voler à moitié plein. Mais le cœur du problème, ce qui provoque 3% des émissions de CO2 mondiales, c'est le kérosène des avions. L'idée serait de passer sur une autre énergie et pour ça, 4 pistes sont explorées. Première piste, l'avion solaire. En 2015, le Solar Impulse avait été capable de faire le tour du monde sans aucune goutte de carburant, juste des panneaux solaires. Ça a l'air d'être une bonne idée, vu que les avions volent haut, ils sont toujours alimentés en soleil. Le truc c'est que non, il y a des nuages qui montent plus haut que ces avions, et surtout, il y a la nuit. L'avion devra aller à au moins 1100 km/h pour aller plus vite que le coucher du soleil. Or, l'avion solaire est très lent, il a fallu 5 jours pour faire le tour du monde, avec une seule personne à son bord. Ça reste impressionnant, mais disons-le, l'avion solaire ne sera pas utilisé pour des vols longue distance. Deuxième piste, l'avion électrique. Airbus a tenté d'en développer un avec le E-Fan X. Et ça marche, il y a même eu une traversée de la Manche avec un prototype. Le truc c'est que l'autonomie est relativement faible, pas plus d'1 heure.
Pour faire décoller juste un Boeing, il faudrait plus de 150 tonnes de batterie. C'est ce qu'essaye de résoudre le Sea-Liner, un avion de ligne aux ailes en forme de C, qui permettrait de porter des charges plus lourdes et donc plus de batterie. Mais la vérité, c'est que l'avion électrique sera plutôt réservé aux vols courte distance, comme le projet Voltaire, Zero ou le Lilium. Et le Lilium est super intéressant parce que c'est littéralement un taxi volant. Uber, Google et Tencent ont même déjà investi des milliards dans ce type de projet. Et le pire, c'est que c'est même pas de la science-fiction. Ça marche, ça vole. En 2080, vos petits-enfants iront peut-être voir leur crush en commandant un taxi volant qui viendra les chercher au pied de leur maison. Troisième piste, l'avion nucléaire. Vous ne rêvez pas, c'était le grand rêve des années 50 avec le Convair X6. Regardez-moi ce petit logo trop rassurant. Le truc, c'est que ça marche, et on peut même le faire de façon relativement sécurisée. Soit avec des réacteurs à sel fondu, ça on sait déjà le faire, soit avec des lasers, c'est un brevet déposé par Boeing, soit avec des réacteurs à fusion nucléaire, bon là déjà c'est plus hypothétique. Malheureusement, les chances d'avoir un avion nucléaire sont proches de zéro. Ça pose quand même de gros soucis de sécurité nationale. Et même pour les passagers, hein. Déjà que personne veut être à côté des toilettes, alors imaginez pendant 12 heures avoir un réacteur en dessous de vos coucougnettes. Quatrième piste, l'hydrogène liquide. Alors là, pour le coup, il y a beaucoup d'ambition et ça permettrait de faire voler des avions sur de longues distances. Actuellement, on essaye de remplacer le carburant des avions par du biokérosène. En gros, un mélange avec un peu d'essence d'origine végétale. Ouais, c'est surtout de la communication, ça change pas grand chose en vrai. Non, le vrai futur du carburant vert, ça sera l'hydrogène liquide. Pour ça, on a juste besoin d'eau et d'électricité, on extrait l'hydrogène, on le refroidit pour qu'il devienne liquide, et voilà. C'est pas une énergie nouvelle, hein. Déjà pendant la guerre froide, on voulait l'utiliser pour des vols d'espionnage à très haute altitude. Il faudra attendre 2016 pour voir un premier avion à passagers propulsé par hydrogène, le HY4. C'est les Slovènes de Pipistrel qui sont derrière cette prouesse. Tout ça donne à l'Europe des ailes. Et si le continent devenait leader de l'hydrogène? Le gouvernement français force la marche et Airbus est un peu obligé de suivre. En face, les Américains semblent avoir choisi une autre voie. Et Elon Musk qualifie ces initiatives d'incroyablement stupides. L'avenir, selon lui, ne sera pas à l'hydrogène. Et c'est vrai qu'il y a des défis de taille. L'hydrogène vert est incroyablement énergivore. Si on venait à remplacer tous les avions de l'aéroport Charles de Gaulle par des avions à hydrogène, il faudrait 16 réacteurs nucléaires pour les remplir. Et si le nucléaire vous plaît pas, c'est 18 000 éoliennes ou plus de 1000 km² de panneaux solaires, soit 10 fois la superficie de Paris. Autant dire que c'est pas demain qu'on remplacera le kérosène, le moindre mal, c'est effectivement le biokérosène. Un avion sans pilote est-il possible dans le futur? Les drones nous l'ont prouvé, un avion peut se piloter sans personne aux commandes. Même nos gros avions de ligne sont en autopilote. Le youtubeur François Calvier nous a d'ailleurs montré que même un passager pouvait faire atterrir un avion. Le rôle du pilote est surtout essentiel au décollage, à l'atterrissage et à la surveillance des paramètres de vol. Il ne reprendra le contrôle manuel qu'en cas de problème, quand l'autopilote galère un peu, comme dans les turbulences. Des choses qu'à terme l'intelligence artificielle saura sûrement résoudre. Et les compagnies aériennes s'en frottent déjà les mains, un pilote expérimenté c'est minimum 15 000 € par mois. Sans compter qu'un humain, ça fatigue, pas une machine. Cependant, amis pilotes, n'ayez pas peur. Les avions sans pilote c'est un rêve de commercial, ça ne se produira pas de votre vivant. Selon une enquête de la UBS, seuls 17% des gens oseraient monter dans un avion sans pilote. C'est vrai qu'avec le temps ça peut changer, hein. À une époque, il y avait des conducteurs dans les ascenseurs, aujourd'hui on appuie nous-mêmes sur le bouton et ça monte. Mais sur les avions, j'y crois pas. C'est trop dangereux, il y a trop de monde. On a besoin du génie humain dans les situations exceptionnelles. Comme quand des oiseaux explosent les moteurs de ton Airbus A320. Histoire vraie, hein. C'est pas un ordinateur qui aurait pensé à se poser dans le fleuve Hudson, sauvant la vie de 155 personnes. Quid aussi des hackings? Imaginez l'horreur que ça serait d'être dans un avion détourné par un mec au fin fond de la Sibérie, sans que personne ne puisse rien faire. Non, le métier de pilote a encore de beaux jours devant lui. On a besoin d'eux pour rêver, pour nous amuser avec les petites annonces au décollage, pour pouvoir les applaudir lors d'un atterrissage en douceur, et plus globalement, pour laisser à l'humanité les maîtres de ces cieux. Car en 2080, lever les yeux là-haut ne vous offrira plus le même spectacle. Avec l'électrique, bientôt se tairont à jamais le bruit lointain des moteurs. Ce bruit, qui vous a peut-être tant bercé ces fins d'après-midi dans votre jardin, bientôt il n'y aura plus que le silence et les oiseaux.